Dans cet épisode, nous allons parler des réseaux souterrains et des villes souterraines qui ont été retirées de notre histoire, supprimées par des récits de propagande destinés à cacher cette ancienne civilisation que nous nommons Tartaria. Bienvenue sur Mind Unveiled. Un exemple de réseau souterrain très célèbre est le concept des chemins de fer souterrains impliquant les esclaves en Amérique. Cette histoire a été utilisée pour cacher l'histoire de l'Amérique et de nombreuses cultures qui ont réellement habité ces terres. Ils ont supprimé la grandeur de nombreux aborigènes de ces terres et ne semblent pas vouloir que nous sachions qu'il y avait en fait de nombreuses cultures et peuples en Amérique bien avant Christophe Colomb. Au passage, je salue Dan Calloway, qui a fait un excellent travail sur ce sujet et qui présente même des arguments en faveur de Harriet Tubman, qui n'est pas une personne réelle ou qui a été fabriquée par nos nouveaux gouvernements qui ont créé cette fausse histoire. Je voulais donner mon point de vue sur la question et ajouter quelques détails supplémentaires issus de nos recherches qui peuvent nous aider à comprendre ce qui se passe réellement ici. Alors en ce qui concerne les tunnels souterrains en Amérique, par où commencer ? Et même au niveau des chemins de fer en surface, il y a une suspicion. On se demande s'ils ont été créés par les Chinois ou pas, comme le veut l'histoire. Ils ont probablement dû les déterrer ou les réparer pour que ces systèmes fonctionnent à nouveau. L'histoire raconte que ces migrants chinois ont dû construire plus de 2000 miles de ce chemin de fer transcontinental à travers un terrain accidenté, y compris des montagnes en granit massif. Je ne sais pas si vous avez déjà vu certaines de ces montagnes qu'ils ont dû traverser, mais on peut se demander s'ils l'ont vraiment fait avec de la dynamite ou s'il s'agit d'un élément d'une civilisation ancienne qui disposait de la technologie nécessaire pour traverser ces montagnes. Le chemin de fer transcontinental a été construit en 6 ans, presque entièrement à la main. Les ouvriers enfonçaient des pics dans les montagnes, remplissaient les trous de poudre noire et faisaient sauter la roche centimètre par centimètre. Des charrettes à bras déplaçaient les déblais de tranchées en remblai. Des ponts, dont un de 213 mètres de long et de 38 mètres de haut, ont dû être construits pour franchir les cours d'eau. Des milliers de travailleurs, dont des immigrants irlandais et allemands, d'anciens soldats de l'Union et de la Confédération, des esclaves libérés et surtout des immigrants chinois, ont participé à la construction. Tout ce projet a commencé après la fausse guerre civile. Et nous avons une vidéo à ce sujet, si vous ne l'avez pas encore vue. Mais ils veulent vous faire croire qu'ils l'ont construit à la main, avec des migrants en seulement 6 ans. De nombreux constructeurs du chemin de fer considéraient les Indiens des plaines comme des obstacles à éliminer. Le général Tecumseh Sherman écrivait en 1867 « Plus nous en tuerons cette année, moins il en faudra l'année suivante. Car plus je vois ces Indiens, plus je suis convaincu qu'ils doivent tous être tués ou maintenus comme une espèce d'indigents. » Il me semble qu'il s'agit d'une dissimulation, car ils voulaient détruire les indigènes restants, qui étaient les plus proches parents de ces anciens bâtisseurs et qui représentaient une menace pour leur nouveau territoire, et ils devaient donc être éliminés. Mais c'est pourquoi ils ont poussé le narratif qu'ils voulaient mettre en avant. Ces indigènes se trouvaient soi-disant dans les grandes plaines, ou ce que l'on appelait à l'époque le grand désert américain. Le major Stephen H. Long considérait la région comme presque totalement impropre à la culture et bien sûr inhabitable pour un peuple dont la subsistance dépend de l'agriculture. Elle était plate, dépourvue d'arbres et aride. Un demi-siècle plus tard, le grand désert américain a reçu un nouveau nom, les Grandes Plaines. Cette région comprend la zone située à l'est des Rocheuses et juste à l'ouest du 100e méridien, les Dakota, le Nebraska, le Kansas, l'Oklahoma, une grande partie du Texas, le Nouveau-Mexique, le Colorado, le Wyoming et le Montana. Au lieu d'être considérées comme un obstacle à l'expansion de l'Amérique vers l'ouest, les plaines sont rapidement devenues le grenier à blé de l'Amérique et le site de la plupart des mines les plus riches du pays. Pourtant, si la région était impropre à la civilisation, pourquoi fallait-il tuer les Indiens qui y vivaient ? Ne se seraient-ils pas tout simplement éteints d'eux-mêmes ? Si vous n'avez pas vu Tartaria expliqué, partie 3, ne manquez pas d'y jeter un coup d'œil, car il explique comment ces anciennes civilisations ont subi un grand cataclysme et ont dû devenir barbares et sauvages, très probablement parce qu'elles ont dû se retirer dans les souterrains, à travers de nombreuses mines et passages souterrains pour survivre.
Peut-être que le soleil a disparu pendant quelques années, comme le mentionnent de nombreuses légendes autochtones. Il y a cette idée de coulée de boue, que de nombreuses hautes montagnes ont été détruites et qu'elles contenaient de grands lacs. Et aussi que la terre est devenue comme du sable mouvant après des tremblements de terre, ce qui a entraîné une liquéfaction, l'enfoncement de nombreux bâtiments anciens dans le sol et l'ensevelissement complet d'autres bâtiments. Il y a également eu de nombreux événements, peut-être de nature plasmique, qui ont provoqué la fonte et la pétrification des bâtiments, ne laissant aucun vestige, si ce n'est les nombreuses formations rocheuses que nous connaissons dans le Grand Midwest. Ces star forts, provenant des quatre coins des États-Unis, ne datent pas de la guerre civile, mais d'une époque plus ancienne, et nombre d'entre eux sont en fait enfouis dans le sol. Ils auraient pu être utilisés comme moyen d'irrigation et pour empêcher les villes d'être inondées à cette époque. Existe-t-il des preuves de l'existence de ces anciens systèmes de tunnels? Il faut garder à l'esprit que cette information a été systématiquement supprimée de notre histoire. Car qu'est-ce qu'un ancien système de tunnels sous-entend? Ils ne veulent pas que nous sachions que dans presque toutes les grandes villes, il y a une partie souterraine de la ville qui a été entièrement construite. Ces systèmes de tunnels se trouvent partout aux États-Unis, et nombre d'entre eux ont été empruntés par l'armée afin de créer des systèmes de communication souterrains. Nombreux sont ceux qui affirment que ce sont ces systèmes qui sont à l'origine des fortes détonations que l'on entend dans de nombreux endroits. Mais qu'en est-il des tunnels antiques? Les anciens pouvaient-ils créer des réseaux de passage souterrains? Beaucoup d'entre nous ont entendu parler des chemins de fer souterrains pour esclaves, qui n'ont, soi-disant, rien à voir avec les chemins de fer souterrains. Les chemins de fer clandestins étaient un réseau de routes secrètes et de refuges mis en place aux États-Unis entre le début et le milieu du XIXe siècle et utilisés par les Afro-Américains réduits en esclavage pour s'enfuir vers les États libres et le Canada, selon la narration dominante. Je crois comprendre qu'il s'agit d'un événement de propagande à deux fins. Poursuivre le récit selon lequel les Noirs ont été des esclaves en Amérique et n'ont jamais été rien de plus, et poursuivre l'idée que le chemin de fer clandestin n'est qu'un ensemble de refuges qui n'ont rien à voir avec les anciens systèmes ferroviaires. C'est peut-être parce qu'ils ne veulent pas que les gens connaissent l'existence de l'ancien système de tunnels aux États-Unis, qui a servi de base à de nombreuses villes, qu'ils traitent cette vieille légende comme s'il s'agissait d'un simple mythe. On dit que les chemins de fer souterrains n'ont rien à voir avec le fait d'être souterrains ou avec les chemins de fer, mais comme pour beaucoup d'autres légendes, les premiers colons connaissaient l'existence de ces anciens tunnels. C'est de là que vient la légende. Oui, il y avait des refuges et des itinéraires aménagés, mais il y avait aussi des passages souterrains et des chemins de fer que ces esclaves empruntaient pour quitter leur travail. Il faut comprendre que notre perception moderne du mot esclave a été déformée et que la plupart de ces individus faisaient en réalité partie d'un contrat de travail dont ils ne souhaitaient plus faire partie. Il ne s'agit pas non plus d'un problème concernant uniquement les Noirs. Dans un instant, nous aborderons les différentes civilisations présentes en Amérique à cette époque. Mais toutes les races avaient ces contrats d'esclavage, entre guillemets, qui n'étaient pas des esclaves, mais des contrats de travail. Ils n'étaient pas propriétaires d'esclaves, mais employeurs, quelle que soit la couleur de leur peau. Les emplois que nous avons aujourd'hui sont appelés « at will employment », ce qui signifie qu'à tout moment, nous pouvons démissionner et dire « Vous savez, je ne me sens plus vraiment concerné et je veux passer à autre chose. » Mais à l'époque, ce n'était pas comme ça. Ces contrats étaient beaucoup plus contraignants et pour des périodes de temps plus longues. De nombreux quartiers aujourd'hui sont en fait des quartiers d'un autre âge et sont plus anciens qu'on ne le dit, y compris ces soi-disant manoirs de plantation qui étaient connus pour abriter des esclaves qui appartenaient non seulement à de nombreux Noirs originaires du pays, mais qui n'avaient rien à voir avec notre conception moderne de l'esclavage. Ils l'ont donc réécrit sous le nom d'esclavage et l'ont commodément rendu tel que tous les employeurs étaient d'une seule race et que les employés étaient d'une seule race. Ils les ont appelés esclaves. Cela peut choquer beaucoup de ceux qui choisissent de s'accrocher à leur statut de victime, mais c'est le seul moyen de se libérer des contraintes qui nous ont été imposées par le nouveau gouvernement qui souhaitait nous maintenir en esclavage par le biais d'une crise d'identité. Un autre point important est de savoir où se trouvent les navires négriers. Il n'y a littéralement qu'un seul navire négrier, le Clotilda,
qui était trouvé en Alabama, et même ce navire est sujet à débat. Ils essaient délibérément de mettre en place ces situations pour que, lorsqu'ils trouvent ces artifices, ils racontent l'histoire qu'ils veulent que vous croyiez. Il est important de mentionner que depuis que ce phénomène de Tartaria est apparu, et avec beaucoup de nos vidéos secrètes sur l'histoire des Noirs et d'autres vidéos sur l'histoire des Noirs, il y a eu un grand nombre d'événements qui se sont produits. Les suprémacistes noirs ont repris ce concept pour affirmer que les Noirs étaient les seuls en Amérique, qu'ils étaient responsables de toute l'architecture dans le monde, et que les Blancs n'étaient qu'un parasite ou une mutation qui avait provoqué un génocide et volé leur culture et leurs avancées technologiques et spirituelles. Il n'y a pas que, je veux dire, que ce phénomène se produit également chez les suprémacistes blancs et les néo-nazis. Les suprémacistes noirs sont tout aussi mauvais que les suprémacistes blancs, et nous ne voulons pas y participer. Cette vidéo devait en fait faire partie d'une série qui s'intitule « L'histoire secrète des Noirs ». Mais je pense que nous souhaitons plus y contribuer, car nous avons vu plusieurs suprémacistes noirs sur la chaîne commenter une rhétorique très nuisible et divisante, qui n'est tout simplement pas vraie. Notre intention n'a jamais été de plaire. Si vous revenez en arrière et que vous les regardez, c'était de mettre fin à la division actuelle, de montrer que les Noirs ont un lien avec l'Irlande, dont la plupart des Afro-Américains n'ont aucune connaissance. L'objectif a toujours été d'unir et de mettre fin à la haine envers les différentes races. Bien sûr, les Noirs sont originaires des Amériques et de l'ancien continent de Mu ou de l'île de Californie. Mais ils n'étaient pas, je répète, ils n'étaient pas les seuls en Amérique à cette époque. Et c'est la contribution de multiples races qui est en fait responsable de la création de ce que nous connaissons sous le nom de Tartaria ou Tartarie. Nous ne voulons pas de la suprématie d'une race, quelle qu'elle soit. Et il est temps que les gens arrêtent de prendre cette information pour satisfaire leurs propres préjugés et de pousser leur propre narratif raciste pour continuer la division qui a été créée à l'origine par la nouvelle élite connue sous le nom de Phéniciens-Vénitiens. D'après nos recherches, 3 civilisations principales ont contribué à la création de la post-Tartarie en Amérique dans les temps anciens. En 1, les Maures, ou les restes de Mu, venus de Californie, des terres et du Pacifique, et ceux de la côte est de l'Amérique, qui ont navigué avec les habitants de l'Irlande, autrement dit les Faux-Moires et les druides métis. En 2, on a les Irlandais et les anciens Scythes, qui étaient blancs, mais aussi métissés, à l'instar des Maures venus d'Europe. On parle d'eux comme des anciens Vikings qui se sont rendus sur place avant Christophe Colomb. Ceci est également lié aux histoires des Juifs ou des anciens Hébreux, tels que racontés par les Mormons. Ils sont simplement venus de différentes régions du monde. Et puis, en 3, les extrêmes orientaux venus d'Égypte, de l'Empire ottoman, de Chine, du Japon et d'autres îles du Pacifique. Beaucoup de ces races étaient mixtes. Il est donc difficile de les classer en fonction de leur race, comme Tartaria était un empire mondial. Ce que nous appelons aujourd'hui les Amérindiens ne sont qu'un pourcentage des Native Americans. Ils ont été appelés Tartares dans certains textes, et on nous dit que ces races ont été créées après des cataclysmes. Il faut aussi comprendre le rôle de l'Atlantide, car on dit que l'Amérique faisait partie de cette ancienne Atlantide, et qu'elle a changé de manière significative au cours des âges. Aborigène n'est pas le bon mot à utiliser pour n'importe quel type de peuple, parce que ces masses terrestres changent après chaque âge. Et après que l'Atlantide ait été inondée, d'autres masses terrestres se sont élevées. Et donc, les gens ont fui partout. Au début, il n'y avait pas d'endroit où habiter à l'ouest. Les Faux-Moires l'avaient déjà fait avant l'inondation de l'Atlantide et s'y trouvaient lorsque de nombreux habitants de l'Atlantide ont commencé à migrer vers les terres de l'ancienne Hibernie, de l'Irlande et de l'Espagne. C'est alors que commença l'ère de la Tartarie, qui colonisa tous les continents de l'Est, et que les druides, ou ceux de l'ancienne Hibernie, qui était une culture mixte, commencèrent à répandre l'ancienne connaissance de l'Atlantide dans le monde entier. Ils sont retournés à l'ouest, en Amérique, ou dans l'ancienne Atlantide, et ont commencé à y créer les premières civilisations composées de nombreuses races différentes, bien avant l'arrivée de Christophe Colomb ou des Espagnols. En fait, ces faits sont racontés dans les légendes des Espagnols, comme nous l'avons vu dans Tartaria, partie 3.
Les légendes des aventures d'Esplandian, qui parlent de l'époque où les Maures, les anciens Hiberniens ou Irlandais et l'Empire ottoman se trouvaient tous en Amérique ou terra firma, qui étaient les terres restantes de l'Atlantide. De nombreux bâtiments de l'Atlantide ont également survécu au déluge et sont restés intacts sur ces terres. Comme nous l'avons mentionné, à un moment donné, il y a eu des cataclysmes qui ont causé des morts massives et ont poussé de nombreuses personnes à se réfugier sous terre. Mais beaucoup de ces villes que nous connaissons aujourd'hui, comme New York, San Francisco, Chicago, ont toutes été créées par cette civilisation tartare. Et elles sont encore utilisées aujourd'hui parce que nous ne pouvions pas répéter le travail qu'ils ont fait, alors il a été détourné. Et cela inclut les chemins de fer, l'architecture du vieux monde et les tunnels souterrains. De nombreuses villes ont en effet des villes souterraines et des tunnels, comme si elles avaient été construites sur des fondations encore plus anciennes. Ce qui a été caché à l'humanité, c'est qu'il y a 200 à 300 ans, il y a eu un événement catastrophique qui a laissé de nombreux bâtiments dans le monde entier enterrés jusqu'à 6 ou 7 mètres sous terre. Commençons par les exemples les plus célèbres de ces villes et tunnels anciens. Sous la basilique Saint-Pierre se trouve la nécropole du Vatican, à des profondeurs variant entre 5 et 12 mètres sous le niveau de la surface. Il s'agirait d'un cimetière chrétien païen comprenant plusieurs mausolées en pierre de taille moyenne et d'autres en ruine, dont un morceau fracturé d'un grand arc de triomphe. Nous connaissons tous le Derinkuyu en Turquie, qui aurait près de 5000 ans et qui est un système souterrain de 18 étages. On ne sait toujours pas qui l'a construit et pourquoi, mais il est intéressant de noter qu'il y a d'autres pierres fondues par là-bas. Il est donc possible qu'ils aient évité une catastrophe quelconque et qu'ils aient été contraints de créer une société souterraine. En 1992, dans le village chinois de Longyu, Wu Anai, un habitant particulièrement curieux a mis son argent en commun avec celui de ses voisins pour acheter une pompe à eau et a commencé à siphonner l'étang de son village. Il a découvert la première d'une série de grottes massives sculptées à la main, dont l'origine est presque un mystère complet. Le Kremlin russe est la plus grande forteresse d'Europe encore debout. Il est associé à un certain nombre de secrets, notamment des tunnels souterrains. Il semble être très enfoui dans le sol, des chambres secrètes pour cacher des trésors, et, à l'appui, la bibliothèque Ivan le Terrible, qui contient plusieurs textes anciens de l'Ancien Monde. Les catacombes de Paris sont un autre exemple célèbre de ville souterraine, et certains ont proposé que les eaux soient en fait utilisées comme une batterie pour produire de l'énergie. Sous les rues et les ponts d'Édimbourg se cachent plusieurs souterrains et chambres, fermés au public pendant des centaines d'années. Ces lieux sont restés figés dans le temps, attendant d'être redécouverts. Aujourd'hui, certains d'entre eux ont été excavés et rouverts. Il reste encore de nombreuses parties qui n'ont pas été ouvertes au public, et il est communément admis qu'Édimbourg a été construite sur une ancienne ville. Il y a des tunnels souterrains dans toute l'Égypte, sous le Sphinx, de nombreuses tombes perdues, mais surtout le labyrinthe sous Awara, qui est un lieu de pèlerinage. Ancien temple légendaire dont on dit qu'il contient 3000 pièces pleines de hiéroglyphes et de peintures. Le mont Tsurugi au Japon est entouré de mystères. Selon une légende locale, la montagne est en fait une pyramide géante construite par l'homme, et une autre légende dit qu'un trésor secret du roi Salomon est enterré à l'intérieur. Un serpent géant, censé garder le trésor, a été aperçu à plusieurs reprises. Les grottes d'Hercule, à Tolède en Espagne, sont entourées de mystères et de légendes. Résumant en quelque sorte la tradition souterraine de Tolède, la tradition veut que ce lieu ait été sculpté par Tubal ou Hercule l'Égyptien et serait le siège secret d'où Hercule lui-même enseignait les sciences occultes. Ce n'est que la surface que je viens de gratter, je veux dire, on peut trouver d'innombrables histoires comme celle-ci au niveau mondial. Mais il y en a d'autres qui ne sont pas aussi bien connues, en particulier aux États-Unis aujourd'hui. C'est un aperçu du monde caché dans le sous-sol du centre-ville de Chattanooga. Bonsoir, je suis Nathalie Jaronerski et je suis Latricia Thomas. Les escaliers qui ne mènent nulle part, des portes arquées qui étaient autrefois au niveau de la rue, sont quelques indices de la vie du centre-ville avant 1880. Des histoires et des rumeurs circulent encore sur le Chattanooga souterrain. Beth Newhoff de Channel 9 nous donne un rare aperçu de ce qui existe vraiment.
Marchez dans les rues du centre-ville de Chattanooga aujourd'hui et parmi les magasins et les restaurants, vous verrez des preuves du Chattanooga longtemps oublié. Le mystère entoure un Chattanooga qui existait dans les années 1800. Les pluies torrentielles provoquaient régulièrement des inondations dévastant le centre-ville. La solution ? Soulever gentiment la ville, laissant des contes encore racontés de la ville qui se trouve en dessous. Tout ça aurait été situé au niveau de la rue. Les passionnés d'histoire locale, Maury Nicely et Matt Macaulay, m'emmènent sous terre pour voir les preuves de la Chattanooga originale que le public ne voit pas. Je pense que beaucoup de gens pensent « Ok, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont juste maçonné toutes ces choses et ont jeté des trucs. » Mais ce qui est le plus intéressant, c'est ça. Regardez le travail de la pierre. Mais les archives officielles de l'usine sont pour la plupart muettes sur les colonnes joliment décorées, des plafonds en briques et des portes voûtées qui évoquent le passé. Nous avons entendu parler d'une découverte souterraine étonnante à Leavenworth. Nous avons dû envoyer une journaliste pour obtenir des vidéos. Sherry Shin de KCTV5 est en direct maintenant avec ce qu'elle a trouvé sous terre. Surrey? Eh bien, Caroline, vous savez que c'est le centre-ville de Leavenworth, mais sous mes pieds, il y a un mystère souterrain que peu de gens connaissent ou peuvent nous dire pourquoi il a été créé. Waouh! Nous descendons vers les incroyables mystères du sous-sol. Il y a vraiment l'air d'y avoir... c'est évidemment une porte. C'est sombre et moisi. Alors nous allons monter ici et vous allez être dans une autre devanture de magasin. C'est une ville peut-être il y a longtemps utilisée pour le commerce. Des fenêtres, des portes et des chemins étroits vous conduisent aux devantures des magasins. Il y avait des magasins d'un certain type et nous ne savons juste pas ce qu'ils vendaient et qui les tenait. Jennifer Lemon nous sert de guide. Elle travaillait pour une société de titres de propriété à l'étage et nous a donné accès au souterrain. Nous savons qu'il était assez discret, quoi qu'il en soit, parce que peu de gens savent ce qu'il en est. Au-dessus du centre-ville de Leavenworth, à l'angle de la 4e et de la rue Delaware, le monde souterrain s'étend sur plusieurs pâtés de maisons et peut-être au-delà. Certains pensent qu'il a été créé dans les années 1800. Il aurait pu être utilisé pendant l'esclavage ou pour les fugitifs. Et puis, il y a les mythes et les contes à dormir debout. Bon après-midi, nous nous préparons pour Halloween en ouvrant la porte de la visite des tunnels hantés de Shanghai que vous pouvez faire dans la vieille ville de Portland, extrêmement populaire à cette époque de l'année. Nous vous tiendrons au courant des personnes et des objets que vous pourrez voir lors d'une visite des tunnels. Berkeley, dans son livre Death Valley, le chapitre principal, Old Gold, Vieil Or, décrit une conversation qu'il a eue il y a plusieurs années avec un petit groupe d'habitants de la vallée de la mort. La conversation avait fini par porter sur le sujet des légendes indiennes Paiute. À un moment donné, deux hommes, Jack et Bill, ont décrit leur expérience d'une ville souterraine qu'ils prétendaient avoir découvert après que l'un d'eux soit tombé au fond d'un vieux puits de mine près de Wingate Pass. Ils se sont retrouvés dans une caverne souterraine naturelle qu'ils prétendaient avoir suivie sur environ 20 miles vers le nord, au cœur des montagnes de Panamint. À leur grande surprise, ils se seraient retrouvés dans une immense et ancienne ville caverneuse souterraine. Ils affirmaient avoir découvert dans la ville plusieurs momies parfaitement conservées qui portaient d'épais brassards et brandissaient des lances en or et d'autres choses. La ville avait apparemment été abandonnée depuis des lustres, à l'exception des momies, et l'ensemble du réseau souterrain semblait très ancien. Il était autrefois éclairé, comme ils l'ont découvert par accident, par un ingénieux système de lampes alimenté par des gaz souterrains. Ils ont affirmé avoir vu une grande table ronde polie qui semblait faire partie d'une ancienne salle de conseil. Des statues géantes en or massif, des coffres et des tiroirs remplis de lingots d'or et de pierres précieuses de toutes sortes. En 1885, des mines de charbon d'une petite ville du Missouri creusaient un puits dans les profondeurs de la terre, quand tout à coup, ils ont débouché sur une énorme caverne souterraine qui s'est effondrée. À la fois choqués et curieux, ils ont décidé d'aller jeter un œil, même s'ils savaient que cela pouvait être très dangereux. Et ce qu'ils ont trouvé à l'intérieur aurait dû changer notre histoire pour toujours. C'est bien sûr si les rapports sont vrais, et il y a de multiples sources maintenant. Ce qu'ils ont trouvé à l'intérieur était fondamentalement une immense et merveilleuse ville enterrée, avec une maçonnerie incroyable, des tonnes d'artefacts, des bancs en pierre partout, des statues en métal, une fontaine en pierre qui coulait avec de l'eau pure et propre, avec même un soupçon de chaux. Et à côté de cette merveilleuse fontaine, des parties d'un squelette humain géant qui faisait 3 fois la taille d'un humain normal. Ces dernières années, les dirigeants locaux ont fait de la rétention des jeunes professionnels une priorité absolue, ce qui a conduit à la création de nouvelles opportunités d'éducation et d'emploi, ainsi qu'à une scène sociale rénovée. Ce soir, dans un reportage spécial sur la nouvelle vie nocturne de Louisville, nous jetons également un regard exclusif sur ses débuts,
à l'époque des gangsters, des hors-la-loi et d'une clandestinité secrète. Il faut bien faire attention en descendant ces marches. Elles sont assez raides, alors tenez-vous bien. Je parierais presque ma vie qu'Al Capone est venu ici au moins 1 ou 2 fois. Il y avait 2 portes. L'une d'entre elles menait vers la rue et l'autre menait vers un sas où il pouvait courir à travers le sas et entrer dans la cuisine du sous-sol, ou bien emprunter 2 séries de tunnels et échapper à la police. Beaucoup considèrent que c'est le lieu de naissance de la vie nocturne pour l'élite de Louisville. Pendant les années 1920, l'ère de la prohibition, quand l'alcool et les jeux d'argent étaient illégaux, c'était l'endroit pour le faire sans se faire attraper. Il y en a sous chaque maison, le long de chaque pâté de maison, et dans une ville de près d'1 million d'habitants. Il y a un monde de tunnels cachés que peu de gens peuvent voir juste sous leurs pieds. Et nous allons vous y emmener. Notre guide est quelqu'un qui connaît chaque centimètre de ce labyrinthe. Je m'appelle Megan Abadi, je suis ingénieure adjointe pour la San Francisco Public Utilities Commission Wastewater Enterprise. Je fais partie de la division des eaux usées qui s'appelle la division du système de collecte. C'est un euphémisme pour les égouts. Je rampe dans beaucoup de tuyaux d'égout. C'est essentiellement ça mon travail. Cette semaine, dans notre série sur les endroits cachés, nous allons à Indianapolis et avec Halloween dans l'esprit de beaucoup de gens, l'exploration de ces endroits cachés semble certainement excitante. Les catacombes sont de grands systèmes souterrains traditionnellement utilisés pour enterrer les morts. On les trouve le plus souvent à Paris ou à Rome, où des millions de personnes sont enterrées. Mais ces systèmes souterrains élaborés peuvent être trouvés dans le monde entier. Ma collègue Sarah Whitmer nous rejoint pour les dernières nouvelles de notre série sur les lieux cachés. Sarah, les catacombes ici en Indiana? Difficile à croire, n'est-ce pas? Oui, des milliers de personnes visitent le marché de la ville d'Indianapolis chaque jour, mais je me demande combien savent exactement ce qu'il y a sous leurs pieds. Du lundi au vendredi, vers midi, surtout, le marché de la ville est un lieu de rassemblement populaire. Les gens y viennent pour leur pause déjeuner, ils viennent pour une part de pizza ou un sandwich. Certains s'assoient dehors s'il fait beau et mangent à l'une des tables. Des centaines de milliers de personnes se sont assises sur cette place, ont écouté de la musique, ont déjeuné, ont eu de bonnes conversations sans jamais savoir ce qu'il y avait en dessous d'elles. L'entrée des catacombes est cachée au public et il n'y a pas d'entrée extérieure. Vous entrez par ces portes et finalement des escaliers mènent au sous-sol. Rapidement, les sols en béton sont remplacés par de la terre. Plus de 140 colonnes créent un labyrinthe souterrain. C'est incroyable. Continuons. À vrai dire, cet endroit est le sous-sol du Tomlinson Hall, un bâtiment polyvalent de 4 étages construit dans les années 1880 pour les événements sportifs. C'était comme avoir un centre de convention avec Lucas Oil, avec le Field House. Vous savez, le Circus Center, le théâtre, tout y était. C'est un bâtiment solide construit en briques et en pierre calcaire de l'Indiana. Et le risque est la raison pour laquelle il y a autant de colonnes. Cela permet de faire descendre tout le poids du bâtiment et de le répartir sur toutes les colonnes. Les plafonds incurvés sont appelés plafonds voûtés en berceau et ils aident à répartir le poids du bâtiment sur les colonnes. Au fur et à mesure que l'on s'enfonce dans l'enchevêtrement des colonnes, on ne peut s'empêcher de penser à Indiana Jones. Les catacombes qu'il a explorées se trouvaient sous les rues de Venise. Bienvenue, c'est une partie de l'histoire de l'Utah qui vit surtout à travers des rumeurs. Il y a l'existence d'un monde souterrain miteux enfoui sous les rues du quartier historique d'Ogden. Mike? Oui, Dave et Denny, les enquêteurs de la LSK, ont dû creuser assez profondément pour cette histoire, à la recherche de preuves de l'existence de tunnels secrets. Bienvenue à Ho-Town, une ville qui devient rapidement connue pour ses grandes aventures et sa vie nocturne trépidante.
Mais si vous remontez à une centaine d'années en arrière, il y avait des boss de l'opium et vous découvrirez qu'Ogden, avec toutes les choses néfastes qui se sont passées ici au cours des 100 dernières années, a une histoire assez sombre, de la prostitution à la prohibition, sans par la corruption et Al Capone. La rumeur veut qu'Al Capone soit arrivé à Ogden en train, qu'il ait remonté la 25e rue en se disant que cette ville était trop rude pour lui et qu'il ait fait demi-tour pour reprendre le train. Une chose est sûre, c'est une ville avec laquelle on ne plaisante pas. Et si vous croyez à ce qui se passe en surface, ce n'est que la moitié de l'histoire. Les gens entraient et sortaient par les tunnels de la 24e à la 26e rue, sur toute la longueur de la 25e, qu'il s'agisse de jeux d'argent, d'armes à feu, de décès dus à l'opium. Ils les empoisonnaient, les étranglaient, les tuaient, puis ils empilaient leurs corps dans les tunnels. Les tristement célèbres tunnels de la 25e rue, certains disent qu'ils allaient de la gare de l'Union jusqu'à l'hôtel Ben Lomond, tandis que d'autres disent qu'ils se ramifient à travers toute la ville pour finalement aboutir à Ogden High. Sous les égouts et les métros de Chicago se trouvent plus de 60 miles de tunnels ferroviaires oubliés dans les 19e et 20e siècles. Ce labyrinthe mystérieux qui reliait autrefois la majorité des bâtiments les plus importants de la ville a été laissé à l'abandon et au désarroi pendant la majeure partie du siècle. Une des plus grosses histoires bullshit est celle des tunnels souterrains de Washington, D.C. L'histoire raconte que Harrison J. Dyer, un entomologiste du Smithsonian, collectionneur d'insectes, aurait construit, juste pour le plaisir, un réseau de tunnels sous sa maison dans le prestigieux quartier de DuPont Circle. Lorsqu'ils ont été découverts dans les années 1920, ils ont été tapissés de briques haut de gamme sur lesquelles ont été collés de vieux journaux allemands. Et cela a donné lieu à de nombreuses rumeurs, jusqu'à ce que Dyer avoue son « hobby » entre guillemets. Certains de ces tunnels ont d'ailleurs été impliqués dans la controverse du Pizzagate, parce que la famille Alefantis possède de nombreuses propriétés directement au-dessus d'eux. Au Texas, lors du développement d'un projet du parc Buffalo Payout de 58 millions de dollars en 2011, BBP a découvert cette partie importante de l'histoire de Houston et a transformé ce qui était autrefois une ancienne station d'eau potable souterraine dans un espace public connu sous le nom de Buffalo Bayou Park Cistern, ou citerne du parc de Buffalo Bayou. Ils en ont fait une sorte de projection artistique, mais il est intéressant de noter qu'ils disent l'avoir redécouverte et qu'elle présente une similitude frappante avec les anciennes citernes romaines situées sous Istanbul. Je veux dire, c'est l'histoire de toutes les villes. Je ne peux pas faire tenir le nombre de villes souterraines des États-Unis dans une seule vidéo. Beaucoup ont été redécouvertes, ou bien il ne reste que quelques vestiges, comme d'anciennes gares et des tunnels qui auraient été oubliés. Il s'avère que de nombreux tunnels souterrains ont été réaffectés à des logements pour les troupes ou à des terrains d'entraînement militaire. D'autres tunnels aujourd'hui encore sont construits, appelés DUMB ou DUMB en anglais, pour Deep Underground Military Bases. Il existe de nombreuses autres légendes, comme nous en avons mentionné quelques-unes, mais l'une d'entre elles, très intéressante, que nous avons déjà évoquée, est celle des peuples fourmis des Hopis. C'est dans ce paysage aride mais magnifique que les dieux Hopi leur ont ordonné de construire un certain nombre de villages composés de pueblos, ce que nous appellerions aujourd'hui des complexes d'appartements en pierre. Ici, les Hopi ont réussi à prospérer en cultivant simplement du maïs, des haricots et des courges, avec très peu de précipitations et pratiquement aucune irrigation. L'une des légendes Hopi les plus intrigantes concerne le peuple des fourmis, qui a joué un rôle crucial dans la survie des Hopi, non seulement une fois, mais deux fois. Le premier monde, ou World Age, a apparemment été détruit par le feu, peut-être par une sorte de volcanisme, une frappe d'astéroïdes ou une éjection de masse coronale du Soleil. Le second monde a été détruit par les glaciers de l'âge de glace ou un déplacement des pôles. Au cours de ces deux cataclysmes mondiaux, les membres vertueux de la tribu Hopi ont été guidés par un nuage de forme étrange pendant la journée et par une étoile en mouvement pendant la nuit qui les a conduits au dieu du ciel nommé Sotognang, qui les a finalement amenés au peuple des fourmis dans le Hopi Anusinum. Le peuple des fourmis a ensuite escorté les Hopi dans des grottes souterraines où ils ont trouvé refuge et subsistance. Dans cette légende, le peuple des fourmis est présenté comme généreux et industrieux, donnant de la nourriture aux Hopi lorsque les réserves sont insuffisantes et leur apprenant les mérites de la nourriture. Il y a beaucoup de choses à dire sur les réseaux souterrains, mais j'espère que cette vidéo a été une bonne introduction
Pour ceux qui hésitent à croire que nos villes ont pu être construites sur des fondations ou des villes existantes, ou que de nombreux bâtiments ont pu être enterrés délibérément ou à la suite d'un cataclysme, ces questions ouvrent vraiment la porte à la recherche d'une civilisation avancée qui aurait été effacée de notre histoire, peut-être pour nous maintenir dans l'ignorance des cataclysmes passés. Quoi qu'il en soit, tout ce que nous pouvons faire est de rester curieux et d'espérer que nos esprits puissent enfin être dévoilés. Lâchez tout ce que vous pensez être vrai. Détendez votre esprit et posez-vous la question. Est-ce que je comprends vraiment ce qu'est cette réalité ?